réussir l'alimentation de 10 milliards d'individus, 12, 9, enfin peu importe, c'est réussir la paix et la démocratie pour tous. Louper cette étape-là, c'est la dictature et la guerre. Donc on est dans la période de l'arme alimentaire qui va être mise à son plus haut niveau. La paix ou la guerre grâce à l'alimentation. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc les enjeux sont colossaux pour une société. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le système agroalimentaire tel qu'il est hérité des années 1960, en fait, avec le paradigme productiviste qui a caractérisé la mise sur pied de la politique agricole commune et d'autres politiques dans d'autres régions du monde à l'époque, c'est aujourd'hui un système qui est de plus en plus contesté. On voit partout les impacts en termes d'épuisement des sols et d'impact sur les écosystèmes, réduction de l'agrobiodiversité, absence de développement rural, absence aussi de réduction effective de la faim et de la malnutrition. Et on est à la recherche d'autre chose. Malheureusement, il y a une sorte d'absence de confiance dans les alternatives qui sont présentées. Et il faut faire mieux connaître les expériences positives qu'on a de plus en plus, qui commencent à faire école, mais que les gouvernements ne parviennent pas encore à prendre suffisamment en compte dans leur politique. Et je dirais que là-dessus, il y a aussi un peu tout à construire, hein, parce qu'on a besoin de compétences, de points de vue qui, jusqu'à maintenant, étaient plutôt dans les enseignements, dans les politiques publiques et dans le conseil, étaient plutôt séparés. Donc il y a aussi à inventer ce système-là. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'agroforesterie, ce côté hybride entre des mondes qui se sont plutôt ignorés jusqu'à maintenant. Et effectivement, il y a des agriculteurs, quelques chercheurs pionniers aussi, qui ont remis ces systèmes au goût du jour relativement récemment. C'était beaucoup d'agriculteurs qui se posaient des questions indépendamment et qui avaient peur d'aller plus loin, pour peur de passer pour. Voilà. Ah, moi j'y ai pensé, mais tout seul. Moi aussi j'y ai pensé, mais bon, tout seul, qu'est-ce qu'il va penser le voisin? Voilà, c'est souvent ça. Oui, mais la convention dit il faut labourer, il faut désherber, il faut mettre les fongicides, il faut faire ci, il faut faire là. On nous a appris, dans l'éducation agricole, on nous a appris ça. Alors, on se pose la question maintenant. Sauf que tout seul, on n'a pas envie d'y penser. À 2, on en parle. À 3, on en discute. À 10, on fait des choses. À 30, eh bien, voilà, c'est parti. 2007, c'était une année de sécheresse. On est allé voir un mec qui se met en semi-direct dans de la paille. On s'est dit, ce mec est fou. Et puis, au printemps, quand on est retourné voir son blé, il était 3 fois plus beau que le nôtre. On s'est dit, là, il y a un problème. Du coup, on a sauté le pas, on s'est mis à 2 parce que c'est aussi important d'avoir le cran, d'avoir la possibilité déjà financière et économique de sacrifier nos 2 parcelles pour faire des essais de ce type-là et d'avoir le cran de pouvoir investir dans du matériel nouveau. Et donc, on a réussi à sauter le pas à 2. Et au final, on s'est rendu compte que ça marchait, c'était une alternative qui était viable. Et du coup, ça y est, on a un semoir chacun, on s'est équipé. Et c'est aussi ce qui m'attire dans le fait de reprendre, c'est qu'on n'est pas resté dans un système classique, on n'est pas resté buté avec des œillères dans un système traditionnel. On s'ouvre à d'autres choses, on cherche d'autres choses et c'est d'autant plus intéressant, motivant et passionnant de chercher à améliorer son système pour être le plus efficient possible et le plus à la page possible. Moi, je suis toujours parti du principe que malheureusement, dans l'agriculture, chaque année est une expérience. Mais un agriculteur, dans sa carrière, fait une quarantaine d'expériences. Il se rate, c'est un an de perdu. Aujourd'hui, vous bricolez quelque chose, je ne sais pas, vous fabriquez un meuble, vous le ratez, le lendemain, vous en fabriquez un autre, c'est pas un problème. L'agriculture, un semi-raté, c'est un an. Donc, eh bien, on multiplie le nombre d'expériences, on gagne autant en année. Voilà. L'idée, c'est la démarche de progrès et je vais dans un nouveau monde. Hein, et je rentre et j'affiche mon nouveau monde. C'est le monde où le végétal est essentiel, d'accord ? Et moi, je suis un agriculteur, un homme, un technicien, je ne sais pas. Je vends des intrants, je fabrique des machines. Je dois le gérer au mieux possible pour arriver à l'acte final, produire sans polluer. Parce que si je dégrade ma machine de gestion écosystémique, je suis à peu près sûr de me ratatiner. C'est ce que me montrent en fait les avatars du XXe siècle. Quand je détruis la nature, eh ben, je suis à peu près sûr que je pourrais y laisser ma peau. Et donc, si je regarde dans le potentiel du végétal, eh ben, je sais qu'il est capable de nourrir des milliards et des milliards d'individus. La biodiversité, c'est quand même ça. Hein.
Donc je suis en plus sûr de ne pas manquer jamais. Pourquoi? Parce qu'avec rien, 0,04% de CO2 dans l'air, je fais tout. C'est assez étonnant qu'il n'y ait rien besoin de faire en forêt, n'est-ce pas? On n'arrose pas, on ne met pas d'engrais, on ne met pas de pesticides, on ne met rien, enfin, il n'y a pas d'herbicides. Et pourtant, ça fait des végétaux particulièrement admirables. Il y a donc dans la forêt une série de recettes qu'on aimerait bien voir adaptées à notre agriculture. Pour moi, de toute évidence, la solution, elle est là. Quand on dit projet de territoire, c'est ressources de territoire, on la voit, elle est un petit peu partout dans les bassins versants. Et utilisation dans les territoires aussi, quand on parle de biomasse, c'est du chauffage, c'est du paillage, c'est énormément de débouchés qui sont disponibles. Si on a un séchage collectif de maïs, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on a des bois, on a tous des bois, pourquoi ne pas faire de la plaquette pour revaloriser, pour faire tourner ce séchoir? C'est peut-être des solutions quand même envisageables. Et après, où je suis persuadé qu'il y a un manque à gagner terrible, c'est toutes nos bordures de ruisseaux, toutes nos bordures de champs qu'on broie sur place, et puis qu'on pourrait très bien ramener dans les champs en BRF. Et pour moi, c'est un peu une catastrophe écologique, en plus de les broyer, que ça partout dans les rivières. Alors qu'on pourrait le revaloriser dans nos parcelles. Inévitablement, il y aura des bénéfices à tout point de vue. Je parle simplement en économie directe. Et si après on veut se positionner sur de l'économie indirecte, c'est du stockage de carbone, c'est de l'amélioration de la qualité de l'eau. Et ça, on n'est pas capable aujourd'hui de le quantifier correctement, mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être mettre des chiffres. Pour moi, l'agroforesterie, c'est redonner la place légitime qu'a l'arbre au sein d'un système de culture. Donc que ce soit au sein d'un système de grande culture, de maraîchage, de vignes, d'élevage. Il peut y avoir beaucoup de types d'agroforesterie différentes, mais elles ont toutes l'objectif de remettre l'arbre dans le système. Pour moi, ça constitue de plus en plus en fait, la clé qui va permettre de relier les différentes réalités, les différentes problématiques liées à l'agriculture aujourd'hui. Voilà, après avoir fait un stage de 6 mois dessus, je me rends compte que ça permet de donner des réponses et de susciter des questionnements sur comment répondre aux problématiques du sol, de l'eau, de la diversité, donc notamment des revenus des agriculteurs. Voilà, comment répondre à beaucoup de choses et de manière concentrée autour de la problématique de l'arbre. Ce sera enfin de nouveau une agriculture qui va parler aux jeunes. Actuellement, les jeunes ne veulent pas travailler en agronomie, ça sent mauvais, c'est de la chimie, c'est des pesticides, c'est des machines. On se rend compte qu'elles écrasent la terre, elles écrasent notre mer. Les jeunes ne veulent plus de ça, ils préfèrent être dans une activité neutre. Et le jour où on refera une agriculture saine qui fait envie, qui redonne du temps au temps, on est entouré d'arbres. Et être entouré d'arbres, ça donne des siècles à la vie humaine, en fait. Est-ce que celui qui n'est pas capable de se remettre en question, il y en a combien qui ont arrêté? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Et aujourd'hui, on se retrouve plus qu'avec 300 000 agriculteurs. Mais si on a eu des politiques autrement, aujourd'hui, il y aurait peut-être 2 millions d'agriculteurs et on produirait le double en France. Depuis 15 ans, on nous dirait, vous mettez en place des couverts, vous avez un bonus de temps. Ce sera un peu plus agréable. Oui. Bon exemple, il a fallu des années pour faire comprendre qu'un couvert 100% légumineuse, c'était l'idéal. C'était bénéfique. C'est bénéfique. Alors que là, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Enfin bon, c'est que des aberrations comme ça, quoi. Voilà. Il faudrait que la nouvelle PAC laisse l'agriculteur libre de choisir sa manière de cultiver. Un agriculteur qui veut cultiver avec des arbres doit avoir le droit de le faire et ne pas être pénalisé. Si on fait l'inverse, on pénalise ceux qui font des efforts. Donc aujourd'hui, nous demandons que tous les agriculteurs qui respectent la trame verte, qui respectent des composantes naturelles dans l'environnement, soient favorisés ou au moins soient à égalité avec les autres. Ça, c'est le changement fondamental que nous devons avoir. Les systèmes agroforestiers, pour moi, ce sont vraiment une très belle façon d'associer la soutenabilité en agriculture et la soutenabilité apportée par les forêts ou les plantes forestières, toutes issues de la nature. Donc, c'est une très belle association. Je pense que la politique agricole commune offre des éléments pour soutenir
cette expérience. Et dans mon souhait serait qu'elle retrouve une reconnaissance plus directe, plus claire, plus décidée dans la réforme qui est en train d'être discutée. Allez, on va le faire goûter, oui. Le magret agroforestier, il est là en exclusivité aujourd'hui, en exclusivité à Paris au Salon de l'Agriculture, le premier magret agroforestier labellisé, il est là, on le goûte. Est-ce qu'il est bon le magret agroforestier? Le canard est sous les arbres, agriculture, environnement, plus de conflits, plus de problèmes, on se parle, on discute. Et à l'heure où on se pose des questions sur le changement climatique, ça a du sens. Ça a du sens. Enjeu public, enjeu collectif. Donc ça concerne le plus grand nombre, c'est un enjeu de société. Et ce qui se retrouve dans l'assiette, le jour où c'est un produit agroforestier, avec tout ce que ça veut dire en termes de protection du sol, de couverture de sol, donc avec ces associations de plantes et de couverture permanente des sols, ben c'est pas le même produit. C'est pas le même produit, c'est pas le même paysage, et c'est 2 fois plus d'agriculteurs et de services qui vont avec. C'est absolument indispensable que l'agroforesterie progresse beaucoup plus vite. Malheureusement, la course de vitesse qui est engagée me paraît relativement mal engagée. Je sens un intérêt de plus en plus, je sens un appétit pour des nouvelles solutions, mais les réalisations concrètes demeurent, je dirais, faibles au regard des espérances. C'est vraiment un enjeu qui doit être pris au sérieux par les gouvernements, qui est un enjeu pas seulement pour les agriculteurs et pas seulement pour les associations de défense de l'environnement, c'est un enjeu vraiment pour l'avenir de la capacité de la planète à se nourrir à l'avenir. Et peut-être qu'à un moment donné, l'agriculture doit reprendre en main toute l'agriculture. Donc maintenant, on va reconstruire.